Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Médias Croisés. La révision de la Constitution prend de plus en plus forme depuis que la mouture proposée à débat est connue. Dans le mois prochain, c'est-à-dire au mois de juin, 150 partenaires défileront l'un après l'autre devant le bureau de M. Ahmed Ouyahia pour discuter justement des amendements apportés. On en cite entre autres le retour à la limitation de mandat présidentiel et l'interdiction du nomadisme politique. Elle y consacre également la liberté de la presse et bannit la détention dans des lieux non prévus par la loi. Voilà en gros ce dont il est question dans la presse cette semaine, sans omettre l'autre fait marquant qui était la fermeture de l'ambassade d'Algérie en Libye pour des raisons de sécurité. Avec nous pour en parler ce soir, Madame Melika Touazi, directrice de rédaction au Midi Libre. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Tarek Hafid, journaliste au Soir d'Algérie. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comme je le disais, cette nouvelle constitution prend forme. Donc, est-ce qu'elle répond vraiment aux attentes de la classe politique? Il faut attendre déjà les consultations qui vont commencer au courant du mois de juin. Mais on connaît déjà le contenu. On connaît déjà le contenu. Maintenant, il faut voir déjà quel va être le niveau de participation de la classe politique. Est-ce qu'on va vers une participation restreinte, donc avec les partis qui ont décidé en quelque sorte de soutenir le président Bouteflika, c'est-à-dire le RND, le FLN, le MPA, TEDJ, et puis un peu tous les petits partis politiques. Est-ce que les partis politiques qui se sont engagés contre le président, par exemple ceux du pôle pour la transition démocratique, on va voir un peu quelle va être leur réaction. Ils prévoient déjà de se réunir à la fin de la semaine prochaine, je pense. Exactement, mais on sait déjà que ceux qui ont soutenu le candidat plutôt Benflis ont décidé de ne pas y aller. En fait, ils ne sont pas le seul. Il y a aussi le RCD qui tourne carrément le dos aux amendements de la Constitution. Il y a aussi les islamistes qui ne sont pas du tout partie prenante de ce dialogue. Donc je crois qu'effectivement, il faut quand même attendre les consultations qui vont être lancées et peut-être après les réactions. Peut-être que chemin faisant, d'autres vont peut-être aussi emboîter le pas et adhérer aux consultations sur la révision de la Constitution. Oui. Mais c'est encore trop tôt, je pense, pas encore pour en parler. Il faut que d'abord qu'on lance, que Ahmed Ouyahia lance les consultations, et puis après, c'est le wait and see. Oui, il faudra attendre pour voir, mais justement, on va parler du contenu de cette mouture. Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que, à part la limitation des mandats, on revient à la Constitution de Zerouel. Je serais tentée de dire qu'il y a des redondances quand on parle de la liberté de la presse, quand on parle des droits de l'homme. Bon, on va dire que la limitation des mandats, bon, elle avait existé, cette Constitution, avec la limitation des mandats. On est revenu dessus, on y revient encore, on efface tout, on recommence. Bon, je ne sais pas, c'est sûr qu'on va aller vers cette limitation des mandats, mais je trouve qu'on n'aurait pas dû casser cette dynamique qu'il y avait au temps de la précédente Constitution. Maintenant, la liberté de la presse, je crois qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. On va voir qu'est-ce qui va être proposé pour la liberté de la presse. Moi, j'entends dire certaines personnes qui disent qu'il n'y a pas la censure, que l'Algérie est le pays le plus libre en matière de presse. Je ne sais pas si on peut véritablement le dire, parce qu'il y a quand même eu des journaux qui ont été fermés, censurés, qui n'ont plus le droit de reparaître. Je crois qu'on ne peut pas parler véritablement de liberté de la presse. Donc c'est un dossier qui n'a pas été encore abordé. C'est une évidence, bien sûr. Liberté de la presse, c'est à géométrie variable. Et donc, on va voir. Mais bon, inscrire cette notion, déjà ce principe dans la Constitution, on peut dire que c'est une petite avancée. Mais après, il y a ce qui est inscrit dans la Constitution, il y a les faits et donc l'application sur le terrain. On sait très bien qu'en Algérie, c'est un pays quand même où il y a, dans les textes, tout est parfait, mais dans l'application, après, il y a beaucoup de choses à dire. Pour ce qui est des avancées de cette Constitution ou des surprises, il n'y a pas de surprise. Il y a juste une parenthèse qui a été ouverte en 2008-2009, donc à travers la Constitution, et donc le fait de faire sauter ce verrou de la limitation de mandat qui a permis à Abdelaziz Bouteflika de briguer un troisième puis un quatrième
mandat et donc maintenant Il on pourra referme encore cette briguer- parenthèse. Maintenant on ferme cette parenthèse, Non, mais il en fermant pourra cette encore parenthèse, il briguer peut un encore cinquième, briguer on le rappelle. Absolument. un Il pourra cinquième mandat. briguer un Voilà, cinquième d'accord. mandat. Ah oui. Si tout roule bien, donc pour lui, absolument aucun problème. Il n'y a aucun problème, il pourra se représenter pour un cinquième voilà, mandat. pour un cinquième mandat. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Sinon, on a parlé, moi j'ai lu dans la presse qu'on avait élargi les prérogatives du Premier ministre. Je ne pense pas le fait, parce que on parle donc de ces décrets exécutifs que le Premier ministre peut signer par délégation du président. Les décrets exécutifs ont toujours été signés par le président, par le Premier ministre et par le chef du gouvernement, donc par le passé. Pas de Donc nouveauté, rien là. de nouveau. La grande surprise, c'est plutôt ce qu'il n'y a pas dans cette constitution. vice-président. Donc ce poste de vice-président. Dont on a tant parlé, Voilà. on s'attendait à ce qu'il y ait un poste de vice-président dans cette nouvelle mouture. Dans cette mouture. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'actuellement, en fait, ce ne sont que des propositions d'une soumises partie. à débat. Voilà. Donc c'est le processus qui est prévu, c'est que les partis qui vont participer, donc ou les acteurs, les personnalités politiques, sont invités à faire leurs propres propositions. Et après, donc, tout sera soumis à débat, mais on ne sait toujours pas qui va décider à la fin. Est-ce que l'arbitre sera le président de la République, ou alors est-ce que... Parce que ça, c'est le processus en lui-même. On connaît le début, mais on ne connaît pas la fin. Donc, Ça comment sera est-ce que soumis ça à va... référendum, Voilà. selon Oui, les mais articles allez, 176 de la Constitution. on soumet à référendum un projet complet. Donc, Consensuel surtout. voilà, justement, la mouture Là, finale. oui, ce qui est proposé, c'est pour justement aller vers un projet, une Exactement. mouture consensuelle. Va-t-on aller Mais vers un consensus, justement? Ben déjà, il faudrait déjà qu'il y ait consensus déjà sur le processus, qui n'est visiblement pas le cas actuellement. N'est-ce pas? Consensus, oui, bah, je pense que le consensus, ça va être difficile disons, à ce qu'il y ait ce consensus, puisqu'il y a déjà d'ores et déjà des partis qui tournent le dos. Donc on ne peut pas parler de consensus. Des partis qui sont opposés, qui ne veulent pas du tout participer. Donc je pense que le consensus, il n'y aura pas de consensus. L'invitation leur a été lancée, donc s'ils tournent le dos, après, ça sera de leur faute. Les absents ont toujours Je ne tort, pense n'est-ce pas? Non, je pense pas. Tarek n'est pas du même avis. Non, non, pas du tout. On va, le pouvoir actuellement a besoin justement d'une opposition forte. pas d'une opposition Non, pas la forte. consensus, Non, qui juste participe à la vie qui politique. participe- Consensus. non, pas qui participe à la vie politique, mais qui participe à cette initiative. Oui. La vie politique, à la Et limite, ça fait bon, partie de la vie politique. il n'y a pas de vie politique, je veux dire, à la limite, en Algérie. Je suis désolé, mais bon, on est beaucoup plus dans un jeu d'intrigue. Je suis désolé de le dire, mais ni l'opposition, il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement dans les deux chambres du Parlement. Il n'y a pas de réelle vie politique. Il y a peut-être une vie politique dans ce qui se passe actuellement en interne dans les pôles politiques qui sont en train de se former. Mais sinon, une opposition qui s'oppose, elle s'oppose où? Rien. Il y a qui? Et voilà. Et Oui. bon, à qui on veut? C'est clair que maintenant, c'est le président Bouteflika. En tout cas, il y a une forme d'organisation. Mais il n'y a pas d'arène politique où, justement, on peut assister à une réelle vie politique. Il y a un candidat qui s'est présenté pour la 4e fois, qui a remporté une élection et qui a besoin maintenant de partis politiques et de personnalités pour justifier l'amendement de cette Constitution. Absolument, qu'il y ait une légitimité, en fait. Voilà. Mais en fait, ce qui s'est fait en 2008, c'est, à mon avis, c'est l'instauration d'une dictature constitutionnelle. Voilà, c'est-à-dire que c'est une personne qui est venue, qui a dit, voilà, il faut que l'on fasse sauter ce verrou donc, de la limitation de mandat, parce que j'ai besoin de continuer à rester aux commandes du pays. Et puis, ça s'est fait à l'époque, je me souviens très bien qu'il y a eu uniquement 2 partis politiques qui se sont opposés à cela. C'est le RCD et le FNA de Moussa Touati, qui, dans les députés... Qui avaient refusé de participer. Non, qui avaient voté contre lorsque le projet avait été soumis à adoption au Parlement. Voilà, les 2 chambres réunies. Oui. Cette fois-ci, ils sont dans une autre démarche et ils ont besoin effectivement uniquement de la participation, c'est-à-dire que les partis politiques et les personnalités politiques viennent, participent s'inscrivent dans au processus et puis après, tout se fera naturellement.
Parlons justement de ce nomadisme politique qui va être, c'était un problème dans les deux chambres du Parlement. Vous avez des députés qui sont élus sous une casquette politique, après qui tournent kazakh du jour au lendemain. Là, la nouvelle constitution, elle interdit le nomadisme politique. C'était un réel problème, n'est-ce pas, Madame Toisi? Oui, un réel problème. C'est surtout une question, je ne sais pas moi, d'éthique. Quand on est dans un parti, on reste dans ce parti. On ne va pas aller naviguer à droite, puis après aller à gauche. Mais bon, ça, c'est un petit peu dans la nature de la personne de nos députés qui cherchent à aller là où le vent souffle. Là. Je m'excuse de le dire, mais nos députés sont un peu girouettes. Oui. Là où, dans le sens du sens du vent. C'est pas dans le sens du vent, non, mais enfin, disons que je ne vais pas être méchante parce que j'ai l'habitude d'être un peu caustique, mais disons que dans le plus fort, là où on est encore debout, on a encore de la poigne. Alors si c'est le FLN, bon, ben on se tourne vers le FLN. Si c'est après on s'aperçoit que c'est le RND, bon, on se tourne vers le RND. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Il y avait beaucoup de partis politiques qui s'étaient plaints justement de ce... C'est essentiellement le PT qui s'était plaint. Oui. En fait, parce que depuis 2003-2004, beaucoup de députés ont décidé de rejoindre le FLN parce que c'est essentiellement le FLN qui a bénéficié du nomadisme politique. Oui. Essentiellement, c'est ça, on va là où il y a le plus fort. On va là où il y a le plus fort, on va là où il y a plus d'intérêt, il y a plus d'avantages. Pour se faire réélire surtout. C'est ça l'objectif, c'est de pouvoir se faire réélire lors de prochaines élections législatives. Et c'est essentiellement le FLN qui a bénéficié de ce nomadisme. C'est le parti majoritaire, donc c'était lui, c'était à chaque fois qu'ils étaient... C'est le parti du président surtout. Oui, il est président d'honneur. D'honneur, mais il a un rôle organique, c'est ça? Oui. Voilà. Donc il a le droit de convoquer les sessions extraordinaires et tout. D'accord. Donc pour ce poste de vice-président qui est absent, on s'attendait à ce que... Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec les prérogatives qui sont données au Premier ministre, quand même, est-ce qu'il ne jouera pas un petit peu le rôle du vice-président maintenant? Oui, il va jouer le rôle du vice-président, mais sans la casquette, sans avoir véritablement le titre. C'est un petit peu comme ce qu'avait fait Sellel durant la pré-campagne. Il avait sillonné les 48 wilayas. Oui, c'était une pré-campagne, ça. C'était dans la logique de la pré-campagne. Maintenant, le poste de s'inscrire dans le poste de vice-président, c'est quand même autre chose. Mais bon, je pense qu'il va camper ce rôle, mais sans en avoir le titre. En fait, parce là aussi, il faut qu'il y ait un consensus. L'objectif du vice-président, c'est quoi? C'est en cas d'empêchement, de pouvoir remplacer le président de la République. Et c'est surtout ce qu'ils ne veulent pas. Ou alors, c'est de pouvoir présider le Conseil des ministres. Le Premier ministre actuellement n'a toujours pas cette possibilité. C'est un fait qui est quand même très très important, de pouvoir présider le Conseil des ministres, parce que c'est en Conseil des ministres que le président légifère, donc que le pouvoir exécutif légifère. Actuellement, personne n'a cette possibilité, et le président de la République uniquement. Il n'y a que le président de la République qui peut présider le Conseil des ministres. Je pense que en fait, le pouvoir actuellement, quand je dis pouvoir, c'est donc le président de la République et puis toutes les personnes qui sont autour de lui, se sont retrouvées, il me semble, ce n'est pas certain, puisque bon, on n'est pas dans le secret de Dieu, ça c'est certain, mais en fait, il y a eu un problème, c'est que la tradition veut que le vice-président soit colistier du président de la République lors des élections. Or, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, puisque la Constitution n'a pas été amendée avant l'élection présidentielle. Donc là, on va se retrouver, si effectivement ce poste est créé, dans une situation inédite, ou en tout cas je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de pays, où le président de la République désigne son vice-président. La tradition veut que qu'il soit colistier et donc qu'ils fassent campagne ensemble et qu'il soit ensuite, c'est ce qui se fait aux États-Unis par exemple, qu'il soit vice-président donc, et qu'il assure
lorsqu'il y a un problème ou quoi que ce soit, qui puisse remplacer le président de la République. Cette nouvelle constitution consacre également la liberté de la presse, c'est-à-dire qu'elle fait la différence entre parler, entre dénigrer, entre diffamer. Donc dorénavant, il faudra faire attention à ce qu'on écrit dans nos journaux, un peu plus. Bon, je parle en général. Hein. Oui, en général, oui, mais bon, ce matin, le ministre de la Communication disait qu'il n'y avait pas de censure, que la censure n'existait pas au sein des médias, aussi bien écrits que parlés. Eh bien, je suis ravie de l'entendre dire. Maintenant, on va voir concrètement ce qui va se passer dans la logique, dans la suite des choses. Est-ce que véritablement... Quand on parle de liberté de la presse, moi je pense que tout est relatif, parce que vous savez, la liberté de la presse, chacun obéit à une ligne éditoriale. Quand on travaille dans un journal, il faut... C'est le journaliste de s'adapter à la ligne éditoriale. C'est la liberté d'informer. Oui. Moi, l'information, elle est sacrée, mais après, le commentaire, il est libre, et c'est sur ça que tout se joue, je pense. Le commentaire, c'est autre chose. On parle de la liberté de la presse, c'est-à-dire de la liberté d'informer. Est-ce que réellement le journaliste que vous êtes libre d'informer? Je travaille pour un quotidien où j'ai beaucoup de liberté. Et ça, je dois... Donc, le soir d'Algérie, où je... Je rappelle que Médicament travaille dans le même journal. Je ne parle pas du journal, je parle de là où vous allez. Alors, ce que je peux... S'il s'agit d'une institution, voilà, c'est la communication. À ce moment-là, je n'ai absolument aucune liberté. Et ça, voilà. je le dis. C'est ce que je voulais tout ce que je dire. fais, en tout cas, tout ce que je ramène comme information, c'est de l'information que c'est une véritable bataille au quotidien. Voilà. Parce que ça soit pas uniquement les institutions de l'État. Si vous allez voir, dans l'exercice de c'est très difficile. C'est très difficile. Voilà, je comprends. Voilà. C'est un travail qui est très, très difficile. C'est des actions au quotidien qui sont très difficiles à mener, mais vous avez parlé de monsieur le ministre, de monsieur Hamid Green, nouvellement installé, qui dit qu'il n'y a pas de censure, mais je pense que monsieur Green, ça fait quand même assez longtemps qu'il n'a pas fait de journalisme. Donc il aurait fallu déjà qu'il revienne déjà au métier de journaliste. Mais il était quand même dans un poste qui lui permettait d'être très au fait de ce qui se passait dans la presse quand même. Il occupait déjà un poste qui lui permettait... Il occupait un poste de chargé de communication d'un opérateur téléphonique. Il était très au fait de ce qui se passait dans les journaux. Je vais vous dire, il est peut-être plus facile pour un journaliste actuellement d'écrire un article critique sur le président Bouteflika ou sur un général ou quoi que ce soit, plutôt que sur un opérateur téléphonique. Voilà. Je rejoins ce que dit... Mais ça nous ramène à parler justement de la communication institutionnelle. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a beaucoup d'instructions qui ont été données par le président de la République notamment. Est-ce que ça a été appliqué sur le terrain? Est-ce que c'est facile d'avoir un chargé de communication d'un ministère, par exemple? Des ministères. C'est le parcours du combattant. C'est le parcours du combattant. Même s'il vous répond au bout du fil, bon, avec tous mes respects pour mes collègues, mais après, même s'il vous répond, après, est-ce que c'est sûr qu'il aura que vous aurez l'information à laquelle, pour laquelle vous le sollicitez? Je ne pense pas que le journalisme, on ne va pas parler de journalisme d'investigation qui demande beaucoup de moyens, mais le journalisme juste d'information doit se limiter uniquement à appeler le chargé de communication du ministère. Pour avoir une information juste et fiable, moi je pense que c'est aussi son travail. Il n'y a pas, oui, non, mais bien sûr, tout à fait. Mais il n'y a pas que ça. Il faut quand même, je pense qu'il y a quand même un effort aussi de la part des journalistes d'aller chercher l'information là où elle est. Si l'information elle est au niveau du chauffeur du ministre, il ne faut surtout pas hésiter à aller la chercher à ce niveau-là. Après, ce sera une information qui restera à vérifier, bien sûr. Bien sûr. Évidemment, n'est-ce pas, Melika? Bien sûr. Donc, encore faut-il que le chauffeur veuille bien parler, qu'il ne vous renvoie pas au chargé de communication. Exactement, exactement. Donc là, on va regarder ensemble les unes de la presse de cette semaine. Voilà, donc on a vu ensemble les unes de la presse de cette semaine. Tout le monde a travaillé pratiquement sur la Constitution, surtout durant le début de la semaine. Tout le monde a ouvert sur la Constitution, donc c'est dire que c'est vraiment le fait marquant qui va marquer la vie politique en Algérie. Tout à fait, on va avoir jusqu'à juillet, août, à discuter à suivre surtout donc ce qui va se passer à ce niveau-là.
Il y a un point qui est important, il me semble aussi, qui est inscrit dans oui, cette Constitution. Oui, c'est le droit de l'homme. Bon, c'est vrai que c'est la question des droits de l'homme, mais aussi c'est cette interdiction de détenir tout citoyen dans un lieu non prévu par la loi. C'est le fait d'inscrire cette disposition dans la Constitution, c'est quand même assez intriguant. Pourquoi déjà avoir inscrit cette disposition? Est-ce que cela signifie qu'il y a des personnes ou que des personnes auparavant ont été détenues dans des lieux non prévus par la loi, donc ça veut dire c'est une détention secrète? Par qui? Qui sont ces personnes? Quelle est la portée de cette décision? Surtout que cet amendement avait été très bien accueilli par le président de la par M. Farouk Santani. Farouk Santani. Mais jamais M. Farouk Santani n'a dénoncé justement le fait qu'il y ait des personnes qui soient détenues dans des lieux secrets. Amnesty International qui a oui, Amnesty, d'accord, mais ça veut dire que... ça existait auparavant. Oui. C'est-à-dire que ça existait. Il faut dire que l'Algérie est passée par une période très délicate, qui était la décennie noire. Oui, mais fallait inscrire donc ces dispositions avant, justement, au moment où l'Algérie sortait de cette phase. Cette tragédie. Mais pourquoi? Donc moi je me pose la question, pourquoi est-ce que ça vise une institution en particulier qui s'est adonnée justement à ce type de procédé? Pourquoi? Voilà. Là, je pense que... Oui, certainement qu'il y a une institution qui est visée et qu'il y a dû avoir certainement beaucoup de dépassements. Et je crois qu'il faut mettre le haut là, et c'est peut-être pour ça qu'on a inscrit cette disposition dans la future constitution, va-t-on dire. Oui, ça nous emmène justement à parler de l'aspect sécuritaire, parce que durant cette semaine, il y a eu la fermeture de l'ambassade de l'Algérie en Libye. C'était quand même une décision assez courageuse, mais très importante, parce que l'Algérie ne voulait pas faire les mêmes erreurs sûrement que celles. Elle a anticipé sur les événements pour ne pas commettre les mêmes erreurs que celles commises en Libye, parce que nous avons toutes nos pensées aux 5 Algériens qui sont aux 5 diplomates qui sont toujours en otage au Mali, et toute notre solidarité avec leurs familles. Donc cette question de fermeture, je viens de tout dire, je sais Melika ce que tu vas me dire, mais quand même l'Algérie a pris ses devants pour fermer l'ambassade. C'est vrai que l'Algérie maintenant, sur le plan de la lutte antiterroriste, elle a quand même une certaine expérience, et les services de sécurité ont certainement déjoué une tentative soit de kidnapping ou bien comment dirais-je, peut-être même un attentat. Et comme elle ne veut pas réitérer ce qui s'est passé à Gao, donc elle a préféré prendre ses devants et fermer l'ambassade. Parce que c'est vrai que les diplomates de Gao, on n'a toujours pas de nouvelles, on ne sait toujours pas ce qu'ils deviennent. Bon, des informations disent qu'ils sont en vie, mais rien ne nous prouve qu'ils sont en vie. Il n'y a pas eu de vidéo comme ça s'est fait pour des journalistes européens, on va dire, qui ont été kidnappés, mais qui de temps en temps, les djihadistes balancés sur la... Il y a eu 2 vidéos, mais bon, c'est... On n'a pas vu grand-chose. C'est pas comme les autres où on leur demandait de supplier, de demander à leur pays soit de verser des rançons, soit de libérer d'autres. De libérer. Bon, évidemment, les rançons chez nous, c'est niet. Il n'en est pas question. L'Algérie s'est assez élevée à l'ONU pour dire pas question de verser des rançons, pas question de renflouer les caisses des djihadistes. Donc là-dessus, l'Algérie a une position ferme. Donc elle a préféré fermer l'ambassade. Je pense que c'est une position qui est sage. Moi, je pense que c'est une position qui est sage. Ma foi, fermer l'ambassade, c'est pas... C'est une fermeture momentanée. Quand il s'agit de préserver des vies humaines, bien sûr que c'était... C'était une décision à prendre. Oui, je pense que pour moi, je pense que c'était une décision à prendre. Non, c'est une décision importante, mais en plus, les autorités libyennes ont bien compris que c'est une décision qui est... C'est pas un acte politique vis-à-vis de ce qui peut rester de l'État. Il ne reste plus grand-chose. Hein. Voilà, il ne reste pratiquement plus rien. Eux-mêmes, déjà, même le Parlement s'est mis en vacances parlementaires. Donc la situation... la Libye est sur une poudrière maintenant. C'est réellement une situation de crise que vit la Libye et qui a des répercussions sur le Moyen-Orient, donc à travers... Surtout parce qu'il y a une intervention avec le Sahel. Oui, à travers l'Égypte.
la sous-région du Sahel et tout le Maghreb. Donc c'est une situation je pense qu'en ce moment, M. Lamamra, le ministre des Affaires étrangères, il fait quand même un travail extraordinaire parce que là, il est en train de réhabiliter le rôle de l'Algérie en termes de lutte antiterroriste dans la région du Sahel. Là, il s'apprête à effectuer une tournée. L'Algérie garde ses constantes, c'est-à-dire la non-ingérence dans les pays voisins. Pas comment dirais-je, d'intervention armée non plus, ça, je ne pense pas que l'Algérie le fasse. Il n'est pas question d'envoyer des soldats. Et elle a aussi une autre constante, c'est ça de ne pas installer de bases étrangères sur son sol. Donc maintenant, si c'est pour dialoguer, négocier, l'Algérie va jouer le rôle de médiateur. Mais elle n'acceptera jamais d'intervenir militairement aux côtés de la France qui, elle, a fait son opération Serval pour essayer de pacifier le Mali avec les rebelles Touaregs et les djihadistes. On peut dire que ça n'a pas marché, ça a foiré. L'Azawad s'est de nouveau mis en guerre avec les autorités, avec le gouvernement malien. Donc l'Algérie va essayer de négocier encore, comme elle voulait le faire en 2011. Elle devait le faire en 2011. Elle va justement, M. Lamamra, fait une tournée pour négocier. Mais est-ce que ça suffit? Moi, je me pose la question. Parce que la situation, le contexte on va dire, 2003 jusqu'à 2010-2011 a totalement changé. Maintenant, nous sommes dans une situation de guerre. Les armes libyennes se sont propagées dans tout le Sahel. Les groupes terroristes sont encore mieux organisés qu'auparavant. L'argent, il y a une manne financière qui est très très importante à travers la drogue produite au Maroc, à travers tout le narcotrafic qui vient d'Amérique du Sud, à travers différents trafics. Donc, nous sommes réellement maintenant dans une situation de guerre. Il ne faut pas voir ce qui se passe uniquement, se focaliser sur ce qui se passe au nord du Mali, mais surtout sur ce qui se passe au sud de la Libye. Parce que, en fait, l'intervention, il y a eu deux phases. Il y a eu l'intervention des Français et donc la coalition internationale en Libye qui a totalement déstructuré un pays déjà qui était à la limite, réellement de l'anarchie déjà sous Kadhafi, mais plus ou moins Kadhafi tenait un peu les commandes. Mais là, on se retrouve donc la première phase a été la Libye. La deuxième phase, donc le Mali, les groupes terroristes qui étaient basés au nord du Mali se sont regroupés maintenant au sud de la Libye, et on se retrouve donc dans une situation très très compliquée pour un pays comme l'Algérie. Est-ce que nous avons actuellement, la question c'est, est-ce que nous avons réellement les capacités de faire face Mais justement, à là, je pense une offensive d'une grande ampleur de la part de groupes terroristes basés au sud de la Libye? Maintenant que les autres pays ont compris quand même le rôle de l'Algérie, que peut apporter l'Algérie, qui a à nos dépens malheureusement, qu'on a acquis une certaine expérience en termes de lutte antiterroriste, et c'est justement ce qui explique peut-être ce balai diplomatique. Antiterroriste en interne, en Algérie. Oui. Mais la situation diffère totalement lorsqu'il s'agit d'une situation régionale. Une situation régionale où il y a des... Mais ce qui nous est demandé peut-être, je pense que c'est de protéger nos frontières, sans plus, parce que l'Algérie a toujours été l'Algérie a toujours été contre l'ingérence. Oui, mais ça ne suffit pas. Contre l'ingérence, c'est contre une intervention armée aussi. Une intervention armée. L'Algérie n'a jamais envoyé ses soldats dans un autre pays. C'est pas comme. C'est un principe de. C'est une constante. Je dirais, c'est un principe qui est respectable, mais est-ce que maintenant il faut se poser la question, est-ce que cela va suffire? Parce que protéger uniquement ses frontières, actuellement, je pense que ça peut tenir, mais à l'avenir, est-ce que cette mesure suffira? Est-ce que, parce que si les Algériens ne le font pas, d'autres le feront, et d'autres l'ont fait déjà. Il faut voir ce qui s'est passé autant en Libye qu'au Mali avec les Français. Les Français ont peut-être cette capacité d'intervenir militairement, mais ils n'ont pas la capacité, je vais dire, d'assurer le service après-vente. Ce qui s'est passé, ils sont juste intervenus en Libye, ils se sont retirés. C'est ça, ils sont intervenus à Kidal. Ils sont intervenus au nord du Mali, ils se sont retirés parce que la France n'a ni les moyens financiers, ni les moyens humains, ni les moyens matériels de rester
en permanence dans une zone de conflit. Ça coûte cher, la une guerre. France, ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis l'ont fait en même temps, autant en Irak qu'en Afghanistan. Les Français ne peuvent pas le faire. Et les Français ne l'ont pas fait autant au Mali qu'en Libye parce que justement les Américains n'y étaient pas. Donc ils n'ont pas cette capacité financière et de ressources humaines et matérielles. Déjà ce qui se passe actuellement, les soldats français se plaignent déjà qui sont impliqués donc, en Centrafrique de ne pas avoir les moyens matériels suffisants justement pour mener à bien l'opération, leur mission. Ils ont appelé aussi à une aide de la coalition qui n'a pas... Et là, on se demande, un pays comme la France, je veux dire, à la limite, si c'est pour donner un grand coup dans la fourmilière et puis que les voisins, après, se fassent bouffer par les fourmis, donc c'est pas la peine. Moi, je pense que c'est de toutes ces questions qui est venu discuter le ministre de la Défense française, qui était là en Algérie ces 2 derniers jours. Oui, il est venu pour parler de la question sécuritaire, ils ont très bien précisé. Sécuritaire, oui, ça veut dire beaucoup de choses sécuritaires. Ça veut dire que, bon, est-ce qu'ils vont parler d'une intervention? Est-ce qu'ils vont essayer d'amener une force, enfin, de l'ONU, puisque je crois que le président malien a appelé l'ONU à intervenir au Mali? Est-ce qu'ils vont demander à l'Algérie peut-être d'installer une base pour pouvoir... L'Algérie a toujours... Oui, du côté de la Libye plutôt, hein, plutôt que du Mali. Ça, on n'est pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler après la visite de Le Drian. Je ne vois pas... Sincèrement, ce que pourrait apporter de plus mais il y aura les Américains après qui vont... Je pense que le ministre de la Défense français, ça il faut... On parle effectivement de visite sécuritaire, mais il vient aussi pour faire la promotion de l'industrie militaire française. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que les Français n'ont pas eu de contrat dans l'armement depuis très très longtemps, en tout cas depuis la fin des années 80. Donc, en tout cas, de gros contrats, des contrats consistants. Et comme le contexte régional s'y prête, donc il s'est dit peut-être que je pourrais... militaire quand même. Non, absolument rien du tout. Mais c'est, pas de en tout cas, c'est le principal. L'Algérie, c'est le client de la Russie. Mais qu'est-ce que pourrait proposer de plus le ministre français de la Défense? Sincèrement, je ne vois pas. La solution au nord du Mali, elle est simple, mais c'est une réalité. C'est faire en sorte que les communautés de l'Azawad puissent déjà être reconnues par le gouvernement central de Bamako. Ce n'est pas encore le cas. Il devait y avoir des négociations entre donc, ces communautés, les représentants de ces communautés, le pouvoir central qui devait débuter au mois de septembre. Jusqu'à présent, il n'y a absolument rien du tout. Il y a eu auparavant un accord de paix qui vient de voler en éclats. Oui, mais il n'y a toujours rien du tout. À laquelle l'Algérie avait pris part. C'était l'Algérie qui avait mené la négociation. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il y a de fait cette incapacité du gouvernement central donc de Bamako de trouver des solutions et de s'asseoir à une table de négociation au Mali et non pas en Algérie ou au Burkina Faso pour trouver des solutions concrètes. Est-ce que la situation interne le permet? La situation, c'est un pays, pays qui est confronté à de graves difficultés financières, économiques, donc qui a des difficultés justement pour faire des propositions politiques. C'est une réalité. Donc, aider aller uniquement sur l'axe sécuritaire, ce n'est pas une solution. Il faut l'axe économique aussi. L'axe économique il faut régler les problèmes économiques. Et l'axe politique. On ne peut pas accuser un mouvement comme le MNLA d'être un groupe terroriste. Parce que justement, le MNLA, donc la rébellion de l'Azawad, a toujours accusé le gouvernement central d'avoir installé justement autant AQMI que le Mujao sur son territoire
c'était donc du temps de l'ancien président. Donc il y a réellement un problème de confiance. Voilà, ce qu'il faut trouver, c'est déjà essayer d'aller vers un processus de retour à cette confiance. Pour l'instant, il me semble qu'il n'y a pas de volonté dans ce sens. Donc c'est un dialogue qui devrait être enclenché, on attend toujours. Mais après, le rôle de l'Algérie dans tout ça, quels sont les risques pour notre pays dans tout ça, au cœur de cette situation régionale très délicate? Pour le Mali, je pense qu'il faut qu'il y ait réellement un accompagnement de l'Algérie, mais pas uniquement de l'Algérie. Il faut qu'il y ait aussi un accompagnement d'un pays comme le Niger, de la Mauritanie, du Burkina Faso. Du Maroc. Surtout pas le Maroc. Je suis désolé. Parce que le Maroc est impliqué d'une façon justement à aller vers un pourrissement. Le Maroc qui n'a absolument aucun lien avec cette zone qui est la sous-région du Sahel et qui est là, qui est impliqué de différentes façons pour justement... Il ne faut surtout pas oublier que le Maroc est le principal adversaire de l'Algérie. Maintenant, c'est une réalité, on le dit. Le Maroc simplement a une démarche beaucoup plus offensive. Ils sont impliqués sur le plan politique, mais ils sont surtout impliqués sur le plan économique. Dans cette région, que ça, à partir de la Mauritanie jusqu'au Sénégal, enfin partout, les populations parlent dans les téléphones donc des opérateurs marocains, leur argent va dans les banques marocaines, ils sont assurés par des compagnies d'assurance marocaines. Tout ce que fait le Maroc dans ce sens, c'est une politique que l'Algérie ne peut pas mettre en œuvre. Que l'Algérie n'a jamais cautionné. N'a jamais cautionné, mais ne peut pas mettre en œuvre. Alors que c'est une démarche qui, normalement, aurait dû être lancée par un pays comme l'Algérie, qui est là, qui, normalement, devrait avoir cette position de leader dans la région. On va parler maintenant de bruit de bottes à nos frontières, Melika. Bruit de bottes à nos frontières, voir un petit peu le développement de la Libye, mais si vraiment les choses se corsent, je crois qu'on peut parler de bruit de bottes à nos frontières. Ah oui, tout à fait. Pour la Libye, tout à fait. Pour la Libye, tout à fait. Parce qu'on ne sait pas, en fait, en Libye, à qui nous avons affaire. Voilà. Est-ce que ce sont des milices, comme on les connaît, c'est-à-dire des milices qui sont là qui sont rattachées à un territoire? Est-ce que ce sont des groupes armés ce sont justement une multitude de groupes armés, c'est ça qui affiliés fait que le problème se à AQMI ou au Mujao. Actuellement, on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est une mosaïque de groupes et de groupuscules hyper armés, très bien équipés et qui ont plus de l'argent. Donc, face à une situation pareille, quelle pourrait être la réaction de l'Algérie? Et en plus, en fait, dans cette situation, il y a quand même 3 pays qui sont visés. Donc, c'est l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte aussi. L'Égypte qui vient de fermer ses frontières terrestres avec la Libye, si ma mémoire ne me fait pas défaut. La Libye, elle vient de fermer l'Égypte parce que, bon, bien sûr, c'est justement pour parer à certaines situations qui risquent d'être incontrôlables. Tout à fait. Voilà. Donc, ce que devrait faire l'Algérie, l'Algérie a fermé ses frontières avec la Libye. Certains postes frontaliers. Ça n'a pas été encore confirmé par le ministère, mais certains titres ont parlé ce matin de fermeture. Je sais qu'ils ont rapatrié le personnel de Sonatrach qui travaillait sur les plateformes en Libye. Ceux-là ont été rapatriés en Algérie. Donc déjà, les mesures préventives sont déjà oui, bien sûr, parce que l'Algérie a voulu prendre ses devants encore une fois. Quand vous êtes dans un pays où le Premier ministre se fait kidnapper. Oui. Donc ça veut dire que les services de sécurité sont dans l'incapacité d'assurer la sécurité du... Moi je pense qu'on est carrément dans une situation de non-État. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. C'est le chaos en Libye, c'est le chaos. C'est le chaos. Il n'y a plus d'État, c'est fini. Il a volé en éclats cet État. Là, ça nous amène à parler du printemps arabe. Qu'est-ce que ça... Peut-être que c'était les dommages collatéraux du printemps arabe. C'est aussi un des dommages de la France aussi, on va dire encore. Là aussi, on va incriminer un peu la France pour la Libye. La politique de Sarkozy n'a pas été payante. Ça, c'est le résultat de... Je pense... Déjà, bon, c'est un printemps qui a débuté en hiver déjà, puisque ça a quand même débuté bon, printemps arabe, c'est l'appellation au mois de décembre, donc en Tunisie, c'est l'appellation que l'on donne.
Maintenant, je pense qu'il faut faire quand même un bilan on ne peut pas faire un bilan général d'une situation, d'un contexte politique qui a duré, qui dure encore dans le temps. Si on prend la Tunisie, je pense qu'il n'y a pas que des choses négatives. Je pense que la Tunisie, c'était le rescapé, le pays qui était... Il y a eu quand même un sursaut, ça a ouvert de grandes opportunités, et puis c'est un pays quand même qui est en train d'avancer, qui a des difficultés financières et économiques, c'est sûr, mais c'est quand même un pays qui est en train d'avancer. Si l'on voit la situation en Égypte, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce n'est pas prêt d'être réglé. D'être réglé, c'est maintenant, pas si on voit ce qui un s'est régime passé... de dictature qui va s'installer encore. Oui. Bon, c'est pas... Mais en tout cas, la situation Mhm. actuelle est très, très dangereuse. Maintenant, si on voit un peu ce qui s'est passé en Libye, c'est le chaos. Est-ce que... puisque ce qui s'est passé durant la campagne présidentielle pour le 17 avril, pour l'élection du 17 avril, c'était une partie, en tout cas, un des candidats, qui est le président Bouteflika, qui disait, donc les personnes qui étaient chargées de parler en son nom, qui disaient, voilà ce qui s'est passé dans ces pays, si ce n'est pas le président qui est réélu, voilà ce que l'Algérie va subir. Est-ce qu'on peut... C'était un contexte régional. C'est un contexte, je pense, que l'on ne peut pas forcément appliquer à l'Algérie. Oui. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des problèmes à nos frontières, mais aussi il y a des problèmes ici en Algérie. Il faut voir ce qui se passe, par exemple, dans la région de Ghardaïa, c'est quand même une situation qui est très grave. Si vous allez aussi dans d'autres régions du pays, peut-être on en parle beaucoup moins, parce que la presse ne s'y intéresse pas beaucoup, mais il faut aller du côté, par exemple, de Djanet, où il y a des gens qui disent nous sommes marginalisés. Et trouver des armes à Djanet, je ne pense pas que ça soit très compliqué. Non, et à la frontière... Tout à fait, donc on peut se retrouver quand même dans une situation où, quand même très très compliquée. Il reste encore le terrorisme islamiste qui est encore très présent en Algérie. Je suis désolé, mais un citoyen qui meurt ou un militaire ou un policier assassiné par des terroristes, c'est très très grave. Bien sûr. Et ça reste très grave. Mais donc, voilà, il faut faire quand même. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'Algérie a acquis une expérience à ses dépens, parce que c'est durant cette décennie noire qui nous a permis d'avoir de l'expérience dans la lutte antiterroriste. Et à cette époque-là, il faut rappeler que l'Algérie était carrément isolée par des pays qui viennent maintenant chercher l'aide de l'Algérie, n'est-ce pas? Tout à fait. N'est-ce pas, Melika? C'est vrai que pendant 10 ans, l'Algérie a souffert. Et on était isolés. Du terrorisme et seule. Et seule, elle n'a trouvé le soutien de personne. Elle a dû se dépatouiller, essayer de sortir c'était un trou. Et bon, peut-être qu'un peu la politique du président de la réconciliation nationale, bien qu'il y ait des choses à dire dessus, a quand même un peu, disons, amoindri un peu le choc. Mais on a été très seuls très seul, on n'a pas eu le soutien ni des Anglais, ni des Américains, ni des Français. La personne ça nous a permis de nous forger. Oui, ça nous a forgé, bien sûr. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de vies humaines, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de familles endeuillées, mais ma foi, c'est vrai que ça nous a... disons qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, c'est comme ça qu'on s'est aguerri, qu'on a acquis une expérience, que maintenant on peut la faire partager à ceux qui ne nous ont jamais tendu la main. Voilà. Mais... les Tunisiens, les Marocains, les Égyptiens étaient bien chez eux en ce temps-là. Et quand ils ont eu leur printemps, on les a laissés aussi faire avec leur printemps, bien qu'on a été quand même... on a été solidaires. On a été solidaires quand même. On a été solidaires. L'Algérie, ça a toujours été... On a été solidaires. Parce que nous, on s'est vraiment retrouvés seuls. Je crois que la corporation en sait quelque chose. Donc, on parlait tout à l'heure de la responsabilité de la France dans ce qui se passe dans la région. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Bien sûr, responsabilité pleine et entière, surtout ce qui s'est passé, comme je disais tout à l'heure, en Libye, parce que, en fait, il faut revenir au contexte, et les faits ont été prouvés par la suite. C'est cette volonté de Nicolas Sarkozy de se débarrasser
donc du régime de Mohamed Kadhafi. On a vu après par la suite que effectivement Mohamed Kadhafi, en tout cas le régime de Kadhafi, avait financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Et donc l'affaire est actuellement en justice. L'affaire avait été révélée par le site, en tout cas d'une façon très professionnelle par le site Mediapart. L'affaire est en justice. Il y a aussi, et ça c'est un élément très très important, c'est le pétrole libyen et le gaz libyen. Actuellement, la situation sécuritaire ne permet pas donc cette exploitation dans des conditions de sécurité correctes, mais la guerre en fait cache derrière des intérêts économiques. Donc tout est question d'intérêt. Tout à fait. D'intérêt financier. Non, tout à fait. Et puis donc l'une des régions les plus riches en pétrole, c'est justement cette région du sud de la Libye qui est frontalière à l'Algérie et au Niger. Et c'est à ce niveau-là que tout se joue réellement, c'est-à-dire sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Le rôle de la France. Je crois qu'il y avait eu un accord aussi avec Sarkozy de reconstruire la Libye et d'avoir la mainmise sur les puits de pétrole. Tout à fait. On parlait à l'époque d'un accès à peu près 35% des richesses du pays. Des richesses pétrolières du pays pour une société comme Total, ce qui est quand même énorme. Énorme, 35%. Sachant aussi tous les problèmes auxquels sont confrontés un pays comme la France, qui subit encore les contre-coups de la crise, et donc cet enjeu stratégique qui est justement l'énergie pétrolière, et donc le pétrole et le gaz. Et puis de la Libye, maintenant c'est Hollande qui essaye de prêter main forte au Mali, dans son opération Serval, qui a quand même engagé quand même pas mal de moyens humains et militaires. Et qui commence à avoir des problèmes internes, des retombées internes. La droite française n'était pas d'accord pour cette intervention, encore bien moins le Front National. Et donc, et puis la crise également, donc ils ne pouvaient pas soutenir cette intervention. Donc ils se sont, je ne sais plus combien d'hommes il reste au Mali, mais il ne reste plus grand-chose. Il ne reste plus grand-chose. Donc ça a été encore un fiasco. Et puis ensuite, il a sauté au Centrafrique. Donc je ne vois pas le rôle de la France. Pour quel intérêt vous faites au Mali? Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait... Je pense que... Bon, il faut revenir à la situation. C'était, l'argument, c'était le fait que les groupes terroristes, donc AQMI, Mujao, étaient arrivés avaient dépassé Gao et s'apprêtaient à envahir donc le sud du Mali. C'est l'argument qui a été présenté à l'époque par l'état-major de Oui, mais la France soutient bien les djihadistes en Syrie. Elle veut bien les armer, et bien oui, tout à fait. Alors d'un côté, elle tient un discours, en Syrie, elle fait la chose de son contraire. Mais ça, il ne faut surtout pas leur dire aux Français que vous soutenez les... D'ailleurs, ils commencent déjà à subir les contre-coups avec oui, parce qu'ils ont des filières djihadistes qui partent de France. Il y a des réseaux qui envoient justement de jeunes Français combattre en Syrie. Mais c'est eux qui ont essayé, qui arment les rebelles syriens contre le régime syrien. Et alors d'un côté, ils les arment et ils essayent de les combattre au Mali. Bon, soyons sérieux quand même. Vous disiez que c'était dans un contexte bien déterminé que la France avait entamé une guerre au Mali. Donc l'argument qui avait été présenté à ce moment-là, c'était cette avancée des groupes terroristes vers le sud, donc vers Bamako. Donc il fallait couper la route et puis les combattre. Mais comme je disais tout à l'heure, la France a peut-être les moyens d'intervenir ponctuellement durant une période bien déterminée, mais n'a pas les moyens de rester dans la durée, et d'assurer la sécurité. Et c'est ça justement, donc la tare qui est en train d'apparaître depuis plusieurs mois, donc cette incapacité à assurer, à garder du territoire, parce que c'est ça le rôle d'une armée, c'est d'assurer la sécurité d'un territoire bien déterminé. Bien sûr, ils sont incapables de le faire dans le nord du Mali, qui est une région très très hostile.
Et autant les militaires que les hommes politiques français n'ont pas cette capacité à assurer cet accompagnement des autorités maliennes en restant donc dans cette région. Et n'ont pas aussi cette capacité politique d'essayer de trouver une plateforme pour permettre aux deux ou trois parties qui sont justement impliquées dans ce conflit pour s'entendre justement sur l'avenir des territoires du nord du Mali. Juste, l'objectif c'était juste de dire, voilà, nous avons chassé les groupes terroristes du nord du Mali, ce qui n'est absolument pas du tout le cas actuellement. Mais en plus, l'essentiel, c'est-à-dire que les chefs et les troupes donc, de ces groupes terroristes se sont déplacés de quelques centaines de kilomètres pour remonter vers le nord, donc vers cette région du sud de la Libye. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de l'émission. Un dernier mot, Madame Tvazi. Est-ce que je pourrais dire, je voudrais rebondir, la France maintenant a d'autres priorités actuellement. Il y a les européennes, les élections européennes, et donc c'est vers ça que la France maintenant se tend. Une fois passées les européennes, peut-être qu'après on pourra reparler de la France sur les événements au Mali. Ce qui se passe au Mali. Les élections européennes sont... Sincèrement, je pense que ce qui doit se régler la situation au Mali, c'est d'abord aux Maliens de trouver des solutions. Après, est-ce qu'il y a cette volonté des pays comme la France ou même comme l'Algérie de pouvoir accompagner donc, ces partis qui sont impliqués dans cette crise? Ça, c'est autre chose. Je voudrais revenir, pour ma part, pour un dernier mot, donc, ce qui nous concerne nous directement sur cette question de constitution. Sincèrement, moi, je pense qu'on va aller vers une constitution, encore une fois, une constitution bancale, puisque donc, il faut attendre le pouvoir sera seul à élaborer et à adopter. Après des propositions, parce qu'il y a après des propositions, peut-être. Moi, je ne m'attends pas. Faudra attendre le pouvoir. Voilà, une grande participation. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Médias Croisés. Et merci de rester avec nous. Au revoir.